Bonjour à tous. Écoutez, mon nom c'est Christian Wöperer. Le plus simple, laissez tomber Wöperer. J'ai un nom à couper gorge. Ça fait 25 ans que je suis au Canada. Ça fait bien des années que je suis québécois et canadien de cœur. Je suis un ancien entrepreneur. Je suis effectivement vice-président au Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal. Mais mon passé me dit aussi que j'étais entrepreneur. Donc, je sais très bien ce que c'est. J'ai toujours été dans les technologies de l'information. Ma première entreprise, je l'ai partie il y a très longtemps, en 86. On était 4 associés. Je l'ai revendue, on n'était pas 100 personnes, 40 à Zurich, je viens de la Suisse, et 80 à Munich. Je suis venu m'installer ici au Québec en 95. J'ai reparti d'autres entreprises. Et puis, la dernière en date a été vendue en 2004. Et à ce moment-là, ça a été vendu à une entreprise publique, OpenText, et on m'a proposé de monter le département Sales Intelligence au CEIM. Je me suis dit, parfait, je vais faire ça pendant 3-4 ans, puis on verra. 16 ans après, j'y suis toujours parce que les entrepreneurs, ça me passionne. Et j'enseigne aussi à la Polytechnique depuis plus de 5 ans. Devinez quoi? Commercialisation de nouveaux produits et services. C'est moi qui ai monté le cours. Aujourd'hui, on va aller sur les segments clients. Je crois que vous avez vu ce matin des éléments de segmentation. On va parler de B2C, B2B, B2G. C'est des éléments qui seront et qui sont toujours très importants, surtout dans votre business model. Parce que lorsque vous intégrez un business model Canva, et j'imagine que vous l'avez déjà fait ou vous allez le faire, il y a tous les éléments de distribution directe, indirecte, etc. Et vous allez voir qu'on va essayer de démystifier pourquoi choisir en fin de compte un segment, c'est quoi les profils de clients, c'est quoi la complexité, parce qu'il ne peut pas seulement y avoir des fois seulement B2C ou B2B. Et on va passer sur un petit exercice spécifique pour voir un peu si vous avez bien compris ce que j'ai fait. Et vous allez voir que souvent, ce n'est pas si facile à définir. Alors, l'attraction de segments de marché, bien entendu, c'est des éléments qui sont importants au niveau de l'évaluation. Quand on parle de segments de marché, c'est des segments identifiables. Il faut s'assurer qu'ils soient distincts. Et c'est pour ça qu'on arrive sur des concerns de B2C, B2G ou B2B. Il faut bien entendu que votre segment soit atteignable, que ce soit de façon en vente directe ou en vente indirecte. Et il faut bien sûr que votre segment soit réceptif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez arriver avec une proposition de valeur qui est intéressante et que votre clientèle soit vraiment intéressée par ce que vous offrez. Et puis, bien entendu, arriver aussi avec un segment important parce que si le segment est trop petit, vous n'allez pas réussir à pouvoir, vous allez saturer très vite le segment et vous n'allez pas réussi à être rentable. Ce qu'il faut savoir, c'est en fin de compte les éléments de similarité dans les approches B2B, B2C, B2G. Il est important de rapidement définir c'est quoi les catégories. Alors, c'est simple. Le B2C, c'est business to consumer, c'est-à-dire l'entreprise au consommateur. L'aspect B2B, c'est business to business, c'est l'inter-entreprise, c'est-à-dire entre entreprise et entreprise. Et le B2G, ça peut être entreprise à administration publique ou gouvernementale ou B2C, B2G, de consommateurs à administration publique ou gouvernementale. B2C, business to consumer. Il est important de savoir que souvent, ça regroupe l'ensemble des actions marketing qui visent à s'adresser aux consommateurs particuliers. Il faut se dire souvent que le consommateur est composé de différentes techniques pour s'adresser à lui et souvent, on accompagne ça par des campagnes marketing. Il y a des éléments de branding qui sont très importants.
souvent, quand on a une start-up, le consommateur n'est probablement pas nécessairement le premier segment visé. Pourquoi? Parce que souvent, le consommateur ne réfléchit pas en tant qu'innovation, il réfléchit plus non pas en valeur ajoutée, mais en consommable, c'est-à-dire en élément de dollar. Le processus décisionnel d'achat du consommateur, ici, vous voyez quelque chose qui semble être complexe, mais en fin de compte, c'est souvent des facteurs sociodémographiques qui influencent les éléments de processus décisionnel et bien entendu aussi les facteurs psychologiques. C'est souvent les éléments de besoin de motivation des consommateurs qui permettent d'avoir un processus décisionnel qui arrive sur une reconnaissance d'un problème ou d'un besoin et souvent un acte d'achat. Il faut savoir que bien souvent, au niveau du consommateur, le consommateur a évolué et il n'est pas non seulement poussé dans ces éléments spécifiques au niveau des risques perçus, mais souvent, il a besoin d'évaluer, il a besoin de comparer et il a besoin surtout d'être rassuré. Donc, il y a un élément d'expérience post-achat qui est important parce que si l'expérience post-achat n'a pas été favorable, il y a souvent un très mauvais rapport qui est fait par rapport aux futurs consommateurs. Le business to business, c'est en fin de compte l'ensemble des relations commerciales entre les entreprises et les professionnels. On l'appelle souvent commerce interentreprise. C'est bien souvent aussi un marketing industriel. C'est des échanges de biens industriels, mais ça peut être des échanges de biens de services. Ça peut être des échanges aussi de biens de produits. Ça peut être aussi, et bien souvent c'est ce qui est le cas, surtout dans l'intangible, d'un mix entre le produit et le service qui est un échange de solutions. Le processus décisionnel d'achat corporatif, il est très différent de celui du B2C. Il y a d'abord, souvent, il y a une chose que vous devez savoir, il n'y a personne qui aime les vendeurs, qu'ils soient des vendeurs pour le consommateur, tels qu'un vendeur de véhicules d'occasion, et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, ou un vendeur de solutions corporatives. Il n'y a personne qui aime ça, les vendeurs. Celui qui aime ça, les vendeurs lèvent la main, mais c'est très rare que les gens disent qu'ils aiment ça. Donc, le seul moyen de pouvoir rentrer en interaction au niveau d'un processus décisionnel d'achat corporatif, c'est en fait compte de reconnaître un problème existant dans l'entreprise. C'est comme si vous allez chez le médecin et le médecin, vous lui dites, regardez, j'ai mal aux yeux, puis la première chose qu'il essaye de faire, c'est d'appuyer sur un de vos orteils. Vous allez vous dire, il y a un problème, il n'a pas tout à fait compris. Alors effectivement, l'aspect reconnaissance d'un problème est un élément important au niveau du corporatif. Parce que lorsque vous arrivez avec une reconnaissance de problème, vous allez parler d'égal à égal parce que vous allez apporter une solution. Et donc, vous allez donner des possibilités d'évaluer, et non seulement d'évaluer, mais d'offrir des possibilités de décision. Donc, c'est tous les éléments importants au niveau de la détermination du besoin et de l'apport que vous allez amener avec votre proposition de valeur. Bien entendu, c'est souvent dans l'aspect corporatif, il y a rarement de décision impulsive. Ici, il est important de savoir que le processus de vente dans l'aspect corporatif est souvent assez long. Et non seulement il est assez long, mais même si vous êtes le premier et que vous avez mis le doigt sur le bobo en mettant et en proposant une valeur ajoutée, l'entreprise a souvent le besoin de faire plusieurs évaluations de propositions. Mais dans le cas spécifique, lorsque vous êtes le premier à avoir mis le doigt sur le bobo, c'est vous qui êtes toujours en ligne de mire pour arriver le mieux et le plus rapidement possible si vous avez une valeur importante chez le futur client. Ceci dit, le marketing du secteur public, c'est le B2G, Business to Government. C'est un type
particulier de marketing qui englobe en fin de compte tous les éléments de commercialisation, souvent de produits et services à destination des administrations publiques. Mais ça peut être aussi non seulement des administrations publiques, mais ça peut être l'État, ça peut être une agence gouvernementale, ça peut être une municipalité, une collectivité. Il faut dire aussi qu'on parle de B2G dans le milieu hospitalier, par exemple. Si vous attaquez un hôpital ou des hôpitaux, eh bien, ça va être du B2G aussi. On parle aussi de B2G s'il y a l'élément inverse, où le gouvernement va donner de l'information aux consommateurs ou aux entreprises, ce qui arrive fréquemment depuis qu'on est en pandémie. Donc, ne pas négliger aussi le reverse, c'est-à-dire que le gouvernement donne de l'information telle que des programmes et autres aux consommateurs ou aux entreprises. Il est important de savoir que quand on parle de segmentation B2B, on peut parler de B2B2C. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est important de savoir parce que, en fin de compte, on a une entreprise, souvent un manufacturier. Je donne un exemple manufacturier. Si on a un manufacturier, ce manufacturier ne va pas nécessairement vendre aux consommateurs. Il va peut-être avoir un agent, un distributeur. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une cascade. Le manufacturier va vendre à son distributeur qui va le revendre à un consommateur ou à un magasin. On appelle ça des réseaux indirects. Mais souvent, il arrive aussi que le manufacturier fasse de la publicité, du branding, de la communication pour les consommateurs. Alors souvent, au niveau d'un site Internet manufacturier, il est possible de pouvoir commander directement, soit via un distributeur, soit via un manufacturier. Il faut faire juste attention que le manufacturier ait toujours la maîtrise de ses prix parce qu'on ne pourra pas commander au manufacturier de façon directe avec un prix différencié par rapport à son canal de distribution. Ça ne fonctionnera pas. Super, c'est une bonne question, ça, Christian. Dans le modèle, par exemple, de B2G2C, est-ce que ton C à la fin, est-ce qu'il est payant? Est-ce que lui, c'est un client ou c'est un utilisateur? C'est une bonne question. Merci Alexandre. Oui, effectivement, c'est une très très bonne question et j'allais y venir. Je pense qu'il y a des explications à donner parce que quand on regarde ici, vous voyez ma souris? Oui. Quand on voit les éléments de B2G, bien souvent, comme on est au Canada, la santé est une santé étatique. Et bien souvent, je vais prendre le cas particulier du Québec, eh bien, il faut absolument que le ministère de la Santé, dans certains cas, ait la possibilité d'évaluer le produit, le service ou l'outil que vous offrez. Et à ce moment-là, il y a un bras particulier de l'État du Québec qui s'appelle la Régie d'assurance maladie du Québec, qui, elle, va faire un amendement pour pouvoir payer votre outil. Cependant, le consommateur est au centre de la préoccupation gouvernementale, mais ce n'est pas lui qui va payer. Effectivement, ça va être la Régie d'assurance maladie du Québec. Une fois que le ministère est approuvé ceci, et ça va devoir être prescrit. Ça peut être prescrit soit par un médecin, soit par un autre corps professionnel au niveau médical. Ça peut être, par exemple, une ergothérapeute, une physiothérapeute, ou ça peut être un autre élément qui va évaluer et qui va livrer. Et à ce moment-là, on aura un code, par exemple, RAMQ, que l'évaluateur va donner parce qu'il a évalué et il va passer la commande au manufacturier avec un numéro RAMQ. Et ça va être livré non pas au consommateur, mais à l'évaluateur qui va le donner au consommateur. Quand je dis donner, ça appartient toujours à l'État, d'accord? Parce que c'est l'État payeur, mais c'est donné jusqu'au décès de la personne
qui est le consommateur. C'est assez complexe. Ça peut être un peu partout dans le monde, ça ressemble à ça. Bien entendu, dans certains endroits comme en Europe, par exemple, eh bien, ça ne sera pas l'État, mais ce sera des assurances qui auront ce méthode de paiement. Alors que, par exemple, aux États-Unis, il y a des éléments très spécifiques tels que Medicare, Medicaid, qui sont approuvés par la FDA et souvent sont complétés par des associations ou des organismes caritatifs qui permettent d'offrir je dirais le besoin prescrit aux utilisateurs. Quand on parle de ça, on parle de triangulation, c'est-à-dire que le consommateur est au centre et bien souvent, ce consommateur-là n'a pas les moyens de payer, souvent, particulièrement au niveau de la santé ou au niveau du biomédical. Donc, c'est l'assurance ou le gouvernement qui doit prendre en charge. Et ceci est encadré par l'aspect prescription. Il est important, Alexandre, de savoir aussi que bien souvent, au niveau de la Régie d'assurance maladie du Québec ou que ce soit peut-être aussi ministériel au niveau de l'éducation, j'ai entendu TDAH, eh bien, ça prend du temps. C'est que souvent, pour que ce soit approuvé, pour qu'il y ait un code d'approbation, ça prend des appels d'offres ouverts, ça prend des appels d'offres gouvernementaux, ça prend souvent un temps assez important, entre 18 et 48 mois. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que souvent, certains appels d'offres sont ouverts à tous les 4 ans, d'autres ouverts à tous les 18 mois, d'autres ouverts à tous les 3 ans. Et une fois qu'ils sont fermés, ben, on ne peut plus y rentrer. D'accord? Donc, il y a des fois juste des fenêtres d'opportunité pour pouvoir rentrer au niveau gouvernemental. Il y a peut-être aussi, là je vous parle du provincial, mais il y a aussi des possibilités au niveau fédéral. Et il y a certaines, que ce soit au niveau militaire ou que ce soit au niveau, je dirais, tout à fait standard. Il existait un PICC à l'époque qui vient d'être remplacé par IDES. Je pourrais vous donner des références à ce niveau-là. Ce sont aussi des appels d'offres, mais des appels d'offres spécifiques, non pas pour des grosses entreprises, mais pour des startups aussi. Parce que le gouvernement canadien cherche aussi la possibilité de pouvoir intégrer de nouvelles solutions innovantes au sein du gouvernement en trouvant eux-mêmes, en faisant évaluer l'innovation qui se trouve entre 4 et 7 selon le niveau d'innovation et l'intégrer et eux-mêmes trouver le client au sein du gouvernement. Ça arrive assez fréquemment, donc il existe ce genre de choses. Je pourrais vous mettre ça à disposition. Merci, Christian. Il y a une main levée. Oui, allons-y. De la part de Khalil, on t'écoute. J'aurais une question par rapport, vous avez parlé que le marché européen, il est plus facilement atteignable que le marché ici. Est-ce que vous pensez que... Je n'ai pas dit qu'il était plus atteignable, j'ai dit qu'il était différent. Mais il faut pas passer par toutes les appels d'offres. Ce que j'avais compris, c'est que c'était vraiment des assurances qu'il fallait chercher. Est-ce que vous pensez que commencer par viser un marché européen pour ensuite avoir plus de crédibilité pour venir au marché nord-américain, est-ce que vous pensez que ce serait mieux ou de rester vraiment dans notre... Alors, votre question est tout à fait pertinente parce que quand on parle de segmentation, et je crois qu'Alexandre vous en a parlé ce matin, il est toujours important de faire une veille et un choix éclairé. Ça dépend exactement de ce que vous offrez, quelle va être votre valeur ajoutée. Et il arrive aussi que lorsqu'on fait une proposition, il faut aussi que la norme soit respectée. Vous avez fait du développement ici au Canada, au Québec. Il y a aussi un élément normatif qui est pris en considération et souvent, je ne sais pas ce que vous faites, si c'est un produit ou un service, ben, il va falloir qu'il soit acceptable selon la norme. Si vous êtes sur Santé Canada,
puis vous êtes déjà approuvé, ben, je vous conseillerais de rester sur les éléments Santé Canada. Mais si vous n'avez pas d'approbation spécifique, évaluez quel est l'endroit qui sera le plus intéressant pour rentrer, que ce soit ici, en Amérique du Nord ou en Europe ou en Asie. Certains endroits sont facilement pénétrables. Je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'entreprise Kinova, qui fait de la robotique. C'est un de mes clients, j'ai très bien connu, Charles et François Boucher, lorsqu'ils ont démarré à l'ETS. Ça a été un client et c'est toujours un client. À la base, le seul endroit qui était intéressant pour eux et qui était remboursable pour leurs bras, c'était un bras robotisé qui se mettait sur un fauteuil roulant électrique. Eh bien, ce bras était uniquement remboursé parce qu'il y avait un compétiteur qui avait réussi à avoir un remboursement en Hollande. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est aller en Hollande. Déjà, voir s'ils étaient en capacité d'avoir un partenariat avec leurs compétiteurs, ce qui a eu lieu, et puis de pouvoir s'intégrer par rapport à l'aspect remboursement. D'accord? Alors qu'ils étaient approuvés Santé Canada, ils avaient réussi à vendre à certains hôpitaux, particulièrement aux anciens militaires, leurs bras. Mais dans les faits, ils ont commencé et démarré leur commercialisation en Hollande parce que le marché était favorable selon la norme. Merci. Il y a une autre question, Gabriel. Dans le cas d'un marketplace, est-ce que c'est possible que tu as deux, comme tu auras un aspect B2B puis un aspect B2C, puis c'est normal comme c'est un marketplace, puis tu as deux clients cibles? Oui, c'est tout à fait possible d'avoir du B2B et du B2C. Cependant, si c'est vraiment séparé, le B2B n'aura pas les mêmes avantages et vous ne proposerez pas la même valeur ajoutée. Parce que l'aspect de la valeur ajoutée pour le B2C est égal à un prix, alors qu'au niveau B2B, la considération de la valeur ajoutée et d'offrir une solution est plus importante. Donc, le prix va différencier. Si juste un des côtés du marketplace paye pour le service, est-ce que donc tu compteras pas un B2B puis un B2C? Si c'est juste les entreprises qui payent, ça serait un modèle juste B2B. Exactement. Je vais vous donner un exemple de B2C. C'est le marchand qui vend directement au consommateur. Et le consommateur paye un prix au marchand. Il y a plusieurs exemples Dell, Archambault, etc. Vous savez, juste pour vous donner un exemple, Dell, qui sont en fin de compte des ordinateurs, il y a de ça une quinzaine d'années, Dell vendait uniquement via B2B, c'est-à-dire qu'ils avaient des distributeurs, ces distributeurs vendaient aux consommateurs et en fin de compte, il y avait parfois même une cascade. Dell vendait aux distributeurs qui vendaient dans les magasins et les consommateurs se fournissaient là-dedans. Le problème, c'est que ce n'était pas tellement viable parce que quand on a des intermédiaires, il faut les payer. Il est certain que quand on paye les intermédiaires, il y a un effort qui est fait par l'intermédiaire et c'est l'effort de commercialisation. Donc, il faut donner un pourcentage à l'intermédiaire et souvent des escomptes supplémentaires si on veut en vendre plus. Dell a décidé, il y a de ça une quinzaine d'années, de se dire « fini, terminé, je n'aurai plus de distributeur, je vais vendre directement au consommateur. » Mais ce que je vais offrir, c'est offrir un service hors pair au consommateur, c'est-à-dire que le consommateur va pouvoir choisir comme il veut quelle capacité l'ordinateur aura, et non seulement savoir quelle capacité l'ordinateur aura, mais savoir aussi quelle sorte d'écran, quelle sorte de couleur, quelle sorte, avoir une personnalisation au niveau de son bien. Et non seulement ça, il y a de ça 15 ans en arrière, il pouvait, lorsque le consommateur payait, pouvait aussi savoir où est-ce qu'on était rendu la production, est-ce que ça allait être livré, comment ça allait être livré, le tracking. Vous allez me dire, aujourd'hui, c'est tout à fait normal,
Ben, à l'époque, ce n'était pas normal. Et il y avait des entreprises telles que Compaq qui étaient probablement plus gros que Dell, qui ont toujours dit ben, ils vont se planter, ça ne va pas être un business model viable. Aujourd'hui, Dell existe toujours, fonctionne toujours, alors que ceux qui disaient, comme Compaq, que Dell allait se planter, ben, c'est eux qui se sont plantés. Donc, bien souvent, avoir un modèle d'affaires innovant est intéressant. Et dans ce cas-là, ben, on a justement une entreprise qui faisait du B2B et s'est mis à faire du B2C. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont, c'est qu'il faut avoir les reins solides pour faire du B2C. C'est-à-dire que vous allez admettre une quantité, vous allez vous livrer à une bataille de prix aussi, vous allez avoir les compétiteurs qui rentrent en ligne de compte. Et d'ailleurs, quand je parle d'Archambault, ben, le problème d'Archambault, c'est un problème de prix. Ils ont Amazon dans les pattes, c'est aussi une survie. Donc, on se retrouve plus, je dirais, dans une marée rouge qu'un océan bleu. La différence entre un océan bleu, on surfe sur la vague de l'innovation avec quelque chose de très nouveau. L'océan rouge, on se bat contre les compétiteurs. Donc, il faut souvent faire bien attention à ça. Quand on est dans le B2C, il y a tous les éléments spécifiques au niveau promotion, tous les éléments spécifiques au niveau information, tous les éléments spécifiques au niveau de la commande, du paiement, mais aussi, et ça c'est très important, je dirais l'expérience d'achat. L'expérience d'achat au niveau du business to consumer, l'aspect consommateur est extrêmement exigeant. Bien souvent, lorsque vous consommez avec du commerce électronique, à l'époque, lorsqu'on avait un client, je dirais, insatisfait, il en parlait à 4 personnes. Aujourd'hui, il en parle à 10. D'accord? Et celui qui est satisfait, il ferme toujours sa trappe parce que c'est normal. Et bien entendu, en B2C, on va se battre sur l'aspect du prix, donc du dollar, et la livraison, et non pas sur la valeur ajoutée. Donc, avoir un peu ce modèle en tête pour bien comprendre l'aspect B2C. L'aspect B2B aussi, j'y viens, et c'est un élément important, c'est que bien souvent, le B2B arrive avec un VAR, Value Added Reseller, ou un agent ou un distributeur qui va livrer au consommateur. Le problème, quand on voit cet élément-là, c'est que le distributeur a toujours des éléments de publicité et c'est le VAR qui en profite. Et même si le distributeur a une possibilité de pouvoir être commandé, il a toujours intérêt à ce que son VAR en profite parce que sinon, il n'y aura pas une valeur ajoutée de l'intermédiaire. Et donc, les éléments de promotion vont être extrêmement importants et le placement d'ordre. Et lorsque il y a une demande consommateur qui se fait, qui remonte du consommateur, non pas au VAR, mais au distributeur, le distributeur, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il retransmet la demande au consommateur au VAR pour que ce soit lui qui puisse faire la livraison. C'est la logique même parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, le consommateur achète directement au magasin ou au VAR et se fait souvent expédier au magasin le plus proche. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut savoir aussi qu'un distributeur, il est là pour acheter en grande quantité. Et après, il va vendre des petites quantités dans les magasins. Il faut savoir aussi que si le magasin n'a pas de stock, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut absolument que le distributeur puisse vendre de façon très récurrente toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, des éléments de récurrence. Donc, je vous propose de faire l'exercice suivant. J'aimerais, et à ce moment-là, que tout le monde participe, que vous alliez sur le site Internet de Johnson & Johnson. On va y aller ensemble. Ce qui est important, Johnson & Johnson, vous connaissez tous, c'est une entreprise qui est vraiment spécialisée au niveau, je dirais, des produits
de santé, que ce soit des couches-culottes, que ce soit des crèmes, que ce soit des plasters et autres. Ils ont différentes marques. D'après vous, et vous pouvez probablement aller, si vous regardez les familles de marques qu'ils ont, donc c'est du Tylenol, des shampoings, des plasters, etc. Est-ce que vous pensez que c'est du B2C? Moi, je dirais non. Je penserais plus que c'est du B2B2C. Premièrement, on ne voit pas qu'on peut acheter directement sur leur site Internet n'importe quel de leurs produits. Ils font plus présenter leurs produits. Puis si on va à n'importe quelle pharmacie, on va trouver tous les produits qui sont affichés là. Alors, il est important de savoir que Johnson & Johnson ne fait pas de B2B2C. Ils mettent en avant le branding de leur marque. Et effectivement, Khalil, tu as raison. Tu vas à la pharmacie, ça va être du B2B. C'est-à-dire qu'eux vont vendre en quantité aux pharmacies ou même dans les magasins tels que Retail, Walmart et autres, leurs produits à disposition. Par contre, il y a probablement aussi, et c'est important à savoir, c'est que Johnson & Johnson fournit aussi au B2G. C'est-à-dire, dans certains hôpitaux, ils ont des marques, etc. Ils fournissent des Tylenol qui sont en plus grande quantité, etc. Ils ne sont pas dans des flacons, mais spécifiques pour les pharmacies d'hôpitaux et d'autres produits. On constate et on a toujours l'impression que des Johnson & Johnson sont des entreprises qui vont arriver et qui vont être B2C. Mais dans le cas qui nous intéresse, Johnson & Johnson est uniquement B2B. Il peut arriver que ce soit B2B2G, c'est-à-dire que certains distributeurs qu'ils peuvent avoir soient déjà dans les hôpitaux. Et donc, à ce moment-là, eux vont pouvoir offrir à l'aspect corporatif. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Oui, j'aurais juste une petite question. Par exemple, les compagnies qui utilisent des retails comme Costco, par exemple, si j'ai un produit puis je le mets à Costco, puis mon produit, disons, il se vend pas bien, j'ai juste quelques unités qui partent, Costco va me retourner mon produit. Ça, ce serait dans quel segment de clientèle? Alors, dans le cas présent, c'est un cas assez particulier parce que Costco, ils ont deux éléments. Ils ont leurs propres produits qui sont toujours là et c'est à ce moment-là du B2C pour eux. Mais dans le cas présent qui nous intéresse, lorsqu'on a un contrat spécifique avec Costco, ça va être du B2B. C'est un B2B différencié, c'est-à-dire qu'il est au gré à gré, c'est-à-dire que si on ne vend pas via Costco, on doit reprendre notre marchandise. Moi, j'aurais une question par rapport à Johnson Johnson. Je ne connaissais Oui. pas avant. Qu'est-ce que Tylenol a à gagner à travailler avec Johnson Johnson, en fait? C'est quoi l'avantage de Tylenol commercialement de faire cette collaboration-là avec Johnson? Dans le fait, Band-Aid, Neutrogena, Tylenol, eux, ils ont un intérêt à avoir comme Johnson & Johnson comme une entreprise de marque. Et donc, l'entreprise Johnson & Johnson a mis des efforts considérables pour mettre leur marque en avant. Et si je me souviens bien, il y a aussi un élément de partenariat qui a été fait entre Johnson & Johnson et Tylenol pour pouvoir le distribuer across Canada. Donc souvent, c'est aussi un aspect de partenariat. Mais ce ne serait pas plus rentable? Moi, par exemple, je connaissais plus Tylenol que Johnson & Johnson. Donc, pourquoi est-ce que Tylenol ne remplirait pas ce rôle? Je sais que Johnson & Johnson, comme vous l'avez dit, ils ont un certain rôle gouvernemental ou dans le sens, ils sont très réputés, ils ont une certaine crédibilité. C'est une forme de réseau de contact, mais tout le monde connaît Tylenol aujourd'hui. Ils ont déjà la publicité
dont il devrait avoir besoin. Non? Oui, mais je pense que dans certains endroits, Tylenol ne sont pas, ils préfèrent utiliser un distributeur avec lequel ils travaillent depuis très longtemps et ça permet justement de pouvoir utiliser Johnson Johnson qui sont déjà et qui ont déjà leur place à travers le Canada, dans tous les éléments, je dirais, de pharmacie. C'est important de savoir que ces entreprises-là doivent partager certains créneaux sont plus intéressants à être intégrés chez Tylenol. Il faut dire aussi que Tylenol, c'est aussi en partie, je crois, quelque chose qui a été développé par Johnson Johnson en partie. Donc, il faut aussi faire attention que la propriété intellectuelle soit et reste en certains lieux. Si je puis me permettre, Christian, en fait, si on regarde le BMC, par exemple, Johnson Johnson serait dans les key partenaires pour certaines marques, par exemple, des marques qui voudraient, leur core business, c'est vraiment de créer le produit et tout ça. Ils ne veulent pas s'embêter avec justement le réseau de distribution et tout ça. Bah, dans les key partners, ce serait le Johnson Johnson, par exemple. Exact. C'est pour cette raison que Tylenol et Johnson Johnson ayant une intégration complète au niveau des bannières se trouve être intéressant. J'ai une question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, dans le cadre, vous avez fait savoir que pour le B2C, l'un des paramètres vraiment importants, c'est le prix. Moi, par exemple, je travaille dans la reconnaissance faciale. Je voudrais savoir, aujourd'hui, la plupart de ces nouvelles technologies sont gratuites pour les usagers normaux et ça se vend pour les compagnies. Comment s'intégrer dans un pareil marché du B2C lorsque la plupart des outils d'innovation sont déjà gratuits? Vous voyez, Google vous les propose gratuitement, Amazon, tous ces grosses têtes du high-tech le proposent gratuitement. Comment donc s'insérer dans ce marché? Ils ne sont jamais gratuits. Il n'y a jamais rien de gratuit. Si c'est gratuit, par exemple, par rapport à Facebook, c'est parce que c'est vous qui êtes le produit. Donc, ça veut dire que vous allez donner vos données. Et si vous faites une reconnaissance faciale avec un cellulaire, eh bien, ça paraît gratuit pour vous, mais entre vous et moi, le cellulaire, vous le payez cher via soit un abonnement avec votre entreprise de télécommunication ou si vous achetez le cellulaire simplement, la technologie de reconnaissance faciale a été intégrée dans le prix du cellulaire. OK, super. Et l'autre question, le move au B2C, c'est comment ça se passe? Ça se prend combien de temps environ? Pour le cas de Dell, qui a totalement migré pour rencontrer du succès, selon vos estimations en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pensez? Alors effectivement, Dell, dans leur façon de faire, ça a pris du moment où le conseil d'administration de Dell a pris la décision de migrer de B2B à B2C, ça a pris un bon 18 mois parce qu'il a fallu bâtir la plateforme, il a fallu bâtir le besoin du client, il a fallu valider aussi les clients, est-ce que c'était vraiment ça? Valider aussi la perte que l'on aurait par rapport au réseau de distribution, parce qu'ils ont bâti un réseau de distribution et ils vont le perdre. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être mécontents à ce niveau-là. Donc, il fallait gérer tous les éléments de communication. OK, merci. Pas de problème. Christine, j'aimerais ça ajouter quelque chose. Je suis sûr qu'il y a peut-être un peu de confusion par rapport aux différentes marques qu'on voit défiler de Johnson Johnson. On parle de Band-Aid, on parle de Tylenol. Peut-être qu'il y en a qui ont vu des pubs à la télé ou sur Internet. Intuitivement, on pourrait penser que c'est une marque ou une entreprise qui fait du B2C. Donc, peut-être juste, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le marketing qui est fait. C'est quelque chose qui est demandé par les clients de Johnson Johnson. Ça fait probablement partie d'entente qui dit vous devez faire tant de niveaux de publicité si vous voulez que nous, on tienne votre produit.
Exactement. Bien souvent, quand on fait un partenariat de vente indirecte, un partenariat pour créer un réseau, il n'y a rien qui se fait sans rien. Souvent, le distributeur, lui, va mettre en place tous les éléments spécifiques pour pouvoir vendre de façon efficace, mais ce que va offrir Johnson & Johnson, c'est tout l'aspect branding. Comme vous l'avez vu, ça défile, etc. Et Johnson & Johnson sont souvent là pour appuyer aussi leurs distributeurs, que ce soit les pharmaceutiques ou autres, pour offrir des promotions. Johnson & Johnson est quand même déjà une entreprise qui a une grosse maturité, qui est bien connue, donc le branding est un élément important. Il faut savoir aussi que vous êtes tous des entrepreneurs en devenir ou des entrepreneurs qui commencez déjà à mettre en place votre entreprise. L'aspect branding, il est très difficile à mettre en place, il est long. Et c'est pour ça que bien souvent, j'essaye d'expliquer à mes entrepreneurs ou à des entrepreneurs tels que vous que c'est souvent beaucoup plus facile d'attaquer le marché corporatif parce que la valeur ajoutée est souvent beaucoup plus payant. Il est plus payant de vendre à une corporation. Il est souvent plus long aussi, mais c'est plus intéressant. Faut savoir aussi que l'aspect corporatif a un gros avantage, c'est que c'est rarement l'argent de la personne qui va payer, ça lui fera moins mal de payer quelque chose qui est un montant important. C'est la corporation qui va le payer. Donc, souvent, pensez que le branding, il est très rare que les entreprises que je peux vous nommer, je peux vous nommer des entreprises qui sont publiques, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Invacare, ça vous dit peut-être rien. Ben, c'est une entreprise publique américaine et qui, si vous googlez Invacare, c'est une entreprise qui dégage plusieurs milliards de bénéfices. D'accord? Si je vous dis Cardinal Health, ça vous dit rien non plus, mais c'est aussi une entreprise qui est très connue au niveau corporatif dans le milieu médical. D'accord? Mais il y en a peut-être pas plus qu'une ou deux personnes parmi vous qui les connaissent. D'accord? Donc, il faut savoir aussi que bien souvent, l'aspect du branding n'est pas nécessairement, c'est pas le branding qui fait vendre. C'est toute la mécanique du business model que vous allez mettre en place qui va vous permettre de vendre. Je veux peut-être rapidement revenir à mon PowerPoint. Si vous le désirez, on peut aller sur, je vous laisserai aller regarder sur Biomed Pharma. C'est une entreprise qui distribue. Allez regarder sur Biomed Pharma et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est du B2B, du B2C, du B2G? Je vous laisse aller voir. Mais vous allez voir que ce n'est pas non plus B2C. Je vous montre ces éléments-là parce qu'en fin de compte, il est très rare qu'au niveau biomédical, au niveau santé, au niveau même éducationnel, que vous ayez des éléments consommateurs. Un de vos collègues qui m'a dit, mais beaucoup de gratuité. Alors effectivement, par exemple, dans tout ce qui concerne l'aspect santé ou éducationnel au Canada, on est bien loti parce que le gouvernement paye. En fait, nous payons via nos impôts, mais quand vous payez déjà via vos impôts, vous ne voulez pas encore payer. Alors, l'aspect consommateur, c'est très difficile à essayer de vendre. D'accord? Il est plus intéressant d'essayer de trouver soit une niche particulière, et par exemple pour le TDAH, j'ai entendu qu'il y avait une entreprise ou une future entreprise qui était dans le TDAH, peut-être se poser la question, est-ce que le gouvernement paye pour des éléments de TDAH? Oui, bien sûr, il les paye au niveau éducationnel, mais peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés d'aller dans des cliniques privées. Parce qu'il y a des cliniques privées qui offrent des cliniques de TDAH parce que le gouvernement n'est pas en capacité d'absorber la demande.
Alors peut-être à ce moment-là, ça serait intéressant de voir si les cliniques privées seraient intéressées par votre produit. Par contre, si c'est des cliniques privées, ça veut dire que ce n'est pas du consommateur, c'est du B2B. Donc, on reste dans ces éléments-là. J'ai quelque chose qui est important à savoir, c'est que vous n'avez pas tous la possibilité de vous disperser. Le seul élément que je vous dirais, parce que quand on voit B2C, B2B ou B2J, c'est énorme. Alexandre vous a parlé de segmentation, donc on arrive sur des éléments spécifiques de niche. Je vous dirais, n'allez pas partout. Commencez par prioriser dans votre business model Canva. Mettez les priorités là où elles doivent être, parce que quand on crée une entreprise ou quand on en démarre une, l'aspect de priorisation est toujours l'élément le plus important. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute.